qui sert de pont entre les Burundais en exil et ceux restés au pays à travers des informations bien fouillées concernant tous les domaines de la vie du pays. Le magazine Humura Burundi est diffusé sur le web via le site de la RPA www.rpa.bi. Humura Burundi. À la présentation, Inès Gakiza. Gide Mwemero est de l'autre côté de la cabine technique. Bonsoir, merci d'être au rendez-vous. Bienvenue au magazine Humura Burundi de ce jeudi 13 février 2020. Commençons par les principaux titres. Crime xénophobe en Zambie. Depuis le début de ce mois, plus de 30 étrangers ont été déjà tués dans des Burundais. Le 13 février, journée dédiée à la radio, occupant la première place au monde. Au Burundi, la population se dit insatisfaite des services actuels de la radio sous l'emprise du pouvoir. Et enfin, les Nations Unies appellent à l'aide pour éviter que les criquets pèlerins n'envahissent toute la sous-région. Tout de suite, le développement de ces titres. Encore une fois, bonsoir et bienvenue. Je viens de vous le dire, les Burundais vivant en Zambie, victimes de la xénophobie. Depuis le début de ce mois, ils sont attaqués par des Zambiens qui les tuent et pillent tous leurs biens. Ces Burundais demandent de l'intervention. Ceux qui ne seront pas tués risquent de mourir par faim car ils restent enfermés dans leur maison. Le point c'est avec Emmanuel Niungeko. Les Burundais vivant à Lusaka, la capitale zambienne, et dans les environs indiquent qu'ils vivent dans une pure panique depuis le début de ce mois de février. Pour cause, certains Zambiens armés de machettes et de couteaux s'improvisent dans leurs ménages ou dans leurs boutiques pour tuer les étrangers et emporter certaines parties de leur corps. Ces gens ont commencé à se faire remarquer au début de ce mois. Ils prennent le sang, le cœur et les parties génitales des étrangers vivant à Lusaka, en Zambie, et dans les localités de John Reng, Kanyama et First Road. Avant de pénétrer à l'intérieur des maisons, ces Zambiens commencent à y pulvériser des somnifères. Il est difficile de connaître le nombre exact des victimes, dans la mesure où nombreux préfèrent rester enfermés dans leur maison, craignant pour leur sécurité. Ce jeudi matin, il y a eu des ordres au moment où certains Zambiens voulaient piller dans les boutiques situées dans les localités habitées majoritairement par les étrangers. La police a dû tirer pour calmer la situation. La police a tiré en l'air, mais 3 boutiques ont été saccagées dans la localité de Kanyama. C'est là où j'ai pu arriver. On a également pillé dans les localités de John Reng et First Road. Mais nous avons eu peur d'y aller pour des raisons de sécurité. Nous sommes pour le moment dans la désolation car nos boutiques sont fermées. Quand on ouvre, des gens viennent pour piller les marchandises et quelquefois on est battu même. Nous allons mourir de faim car on ne sait quand l'ordre sera rétabli. Nous demandons alors aux responsables de la sécurité de sortir de leur silence pour nous protéger. Depuis le début du mois de février, plus de 30 étrangers auraient été tués. La rédaction a tenté de joindre les responsables de la police dans la localité de Kanyama, où habitent beaucoup d'étrangers, mais sans succès. Merci Emmanuel Niungeko. Et retour au pays pour parler justice. Le comportement des Imbonerakure actuellement est la conséquence de la mauvaise gouvernance du pays. À propos de maître Gustave Niyonzima, juriste et défenseur des droits de l'homme. C'est incompréhensible, c'est de l'inédit. Je dirais que c'est une conséquence notoire de la promotion de la médiocrité au niveau du fonctionnement étatique. Les Imbonerakure actuellement ont une primaire par rapport même aux membres du corps de défense et de sécurité. Et c'est eux qui font le mauvais au bon temps. Il n'y a plus de loi arrêtée, ils sont au-dessus de la loi parce que l'acte commis est abominable. Arrêter une voiture du procureur de la République qui vient d'arrêter le bureau Imbonerakure ayant tabassé un membre du CNR et que même l'administrateur tire les ficelles en faisant arrêter les Imbonerakure via d'autres membres Imbonerakure pour que les collègues ne soient pas arrêtés et que même les policiers ont été tabassés. Et je dirais que ça dépasse l'entendement humain.
Pour Maître Gustave Niyonzima, si le Burundi était un pays qui respecte les lois, le procureur de la République en province Kayanza devrait utiliser tous les pouvoirs que la loi lui accorde pour arrêter ces Imbonerakure. Encore une fois, Maître Gustave Niyonzima. Normalement, il devait y avoir des mandats amenés de la part de tous ces Imbonerakure ayant orchestré le travail du procureur de la République en province de Kayanza pour qu'il soit jugé pour l'infraction d'outrage aux magistrats et d'outrage aux OPJ. C'est une infraction qui est prévue et punie par le code pénal. Mais l'administrateur devait être arrêté et conduit directement au cachot parce que c'est lui qui est la pièce maîtresse de cette orchestration. Je dirais donc que s'il y avait le respect de la loi, tous devaient être arrêtés. Maître Gustave Niyonzima réagit après que des Imbonerakure se soient opposés hier à l'arrestation de 3 autres Imbonerakure en commune Kabarore, province Kayanza. C'était sur ordre de l'administrateur de la commune Kabarore. Et parlant droits de l'homme, il est inconcevable qu'un enfant soit incarcéré pour les fautes commises par son parent, réagit Eulalie Nibizi qui milite pour les droits de l'homme. Selon Eulalie Nibizi, à part que les chefs d'accusation contre la mère de Junior Nganjiyimana ne sont pas fondés, cet enfant devrait être protégé. Eulalie Nibizi lance un appel vibrant à l'UNICEF de tout faire pour que les droits de cet enfant et d'autres qui sont dans cette situation soient respectés. Ma première réaction c'est la désapprobation de cet emprisonnement. C'est de réclamer la libération de cet enfant. Normalement, un enfant de cet âge-là ne devrait pas être victime d'une faute de justice. Parce que je ne peux pas dire que c'est un crime de la mère. Même si la mère avait tort, le gouvernement du Burundi devait s'assurer que l'enfant qui est encore sous les soins maternels ne soit pas victime des fautes de la mère. Et ça me semble que l'UNICEF, qui a tout sacrifié pendant 70 ans, qui est là au service de l'enfance, puisse tolérer qu'un enfant de cet âge-là soit emprisonné avec sa mère, alors que même le procès pour sa mère n'a pas de matière, alors que le chef d'accusation de la mère n'a pas de fond. L'UNICEF devrait même conditionner sa coopération à la libération de cet enfant. Puisque, d'après ses objectifs, il doit tout mettre en œuvre pour que les enfants puissent survivre et dans des conditions vivables, préserver aussi la vie, la santé, l'éducation de l'enfant. Moi, je fais un appel à l'UNICEF. Je fais un appel à toutes les organisations de défense des droits de l'enfant, à toutes les organisations de défense des droits de ces femmes pour qu'il aille toquer aux portes de l'UNICEF pour exiger la libération de cet enfant-là et pour exiger une justice équitable à cette mère. Bénéficier d'une sanction qui protège l'enfant, que la mère ne travaillant pas devient automatiquement pauvre et ne produit rien. L'enfant sera condamné à être appelé prisonnier. L'enfant ne pourra pas se développer. Eulalie Nibizi demande la libération d'Aline Ndikoumana, incarcérée avec son bébé de 2 ans. Elle est accusée de détention illégale d'armes à feu, découverte dans la parcelle de leurs voisins. À défaut de trouver son mari, leader du CNL, Anyabiraba, qui avait pris fuite, les policiers ont arrêté Aline et son enfant. Retrouvez les différentes productions de la RPA sur Facebook, YouTube, Twitter et sur www.rpa.bi. C'est toujours le magazine Humura Burundi parlant médias à présent. 13 février, c'est la journée dédiée à la radio. Au Burundi, la population bénéficiaire des services de la radio estime que cette dernière est sous le joug de pouvoir en place. Les personnes qui se sont entretenues avec la RPA se disent actuellement moins servies par les radios travaillant sur le territoire burundais. Écoutons-les. Mon opinion en tant que Burundais, je dirais que dans l'ensemble, les radios émettant en Burundi ne nous offrent plus de nouvelles actualités qui peuvent nous pousser à dire que nous sommes satisfaits des nouvelles. Toutes les informations qu'elles nous offrent, nous les retrouvons sur les réseaux sociaux.
Les radios émettant au Burundi n'informent pas convenablement les citoyens. Par exemple, aucune radio émettant au Burundi ne traite une information qui parle, par exemple, que de tel ministre a abusé de son pouvoir pour faire emprisonner un citoyen. Au Burundi, aucune radio ne dénonce un comportement d'un Imbonerakure fautif. Seules ces radios émettant à partir de l'extérieur du Burundi nous parlent de vrais faits en rapport avec les mauvaises choses qui se passent au pays. Ces radios nous parlent des tueries, des vols et d'autres crimes qui se réalisent dans n'importe quelle localité du pays. Nous apprécions le travail des radios en général, mais pour ce qui est des radios émettant en Burundi, je trouve qu'elles informent suivant des lignes directrices imposées par le pouvoir. L'exemple illustratif, c'est l'imposition à ces radios que d'informer la population après l'acquisition des permissions durant la période électorale. Ce que je peux dire est que les radios nous aident dans beaucoup de choses, surtout les radios qui émettent de l'extérieur. Il y a beaucoup de choses qu'elles parlent et qui aident beaucoup les Burundais à connaître le contexte dans lequel vit le pays. Cela veut dire qu'elles osent traiter des informations auxquelles les radios se trouvant au pays n'osent pas traiter par peur de ce régime de Nkurunziza. Et les classements confirment que la radio occupe la première place dans le domaine de l'information, que ce soit dans les pays en voie de développement ainsi que dans les pays en crise. Propos d'Arnaud Froger, directeur de Reporters sans frontières section Afrique. La radio est le meilleur canal pour informer, éduquer ainsi que pour conscientiser la population. Arnaud Froger est le directeur de RSF Afrique. Alors, je crois que on peut dire que la radio reste un média extrêmement important, notamment dans les pays en développement. D'ailleurs, si on prend le cadre de l'Afrique, ça reste le type de média le plus écouté d'après les dernières études dont nous disposons, malgré l'émergence des réseaux sociaux. C'est un média qui a une approche, je dirais, tridimensionnelle. Il y a les grandes radios internationales qui servent parfois de référence en temps de crise, quand les radios nationales sont parfois trop sous la coupe des autorités et perdent un peu la confiance de leurs auditeurs en moment de crise. Il y a les radios nationales et les radios privées qui restent, pour certaines d'entre elles, des médias de référence sur l'actualité nationale de leur pays. Et puis il y a les radios de proximité qu'on appelle plus fréquemment les radios communautaires et qui ont un rôle tout à fait important et décisif auprès de leur communauté locale, puisque ont accès, ce sont des radios qui émettent dans les langues locales, donc il y a un vrai rapport de proximité avec les populations à qui elles délivrent des informations. Dans les pays en crise aussi, évidemment, donc ça reste des médias très importants. On peut parler aussi des radios qui sont exilées après la crise au Burundi, donc d'ailleurs vous faites partie. Donc les radios dans les pays en crise, elles sont importantes et elles continuent à toucher à une partie de la population, et puis elles sont complétées par des médias qui se situent en exil pour des raisons de sécurité et qui font parvenir des informations avec peut-être un petit peu moins de contraintes entre guillemets que si elles se trouvaient sur place dans un contexte sécuritaire difficile. Ça reste un média essentiel. C'était Arnaud Froger, directeur de RSF Afrique, qui s'est entretenu avec Éloge Divin Remecha. Et en ce jour dédié à la radio, une pensée à nos 4 confrères du groupe de presse Iwachu, qui totalise 115 jours de détention. Christine Kamikazi, Agnès Ndirubusa, Terence Mhotenzi et Gide Harerimana sont détenus à la prison centrale de Bubanza, accusés de tentative impossible d'atteinte à la sûreté intérieure de l'État. Et enchaînons avec la page économie. La décision de la Banque de la République du Burundi de retrait d'agrément des bureaux de change a commencé à être mise en exécution. Les propriétaires des bureaux ont commencé à enlever les pancartes et écriteaux de ces bureaux de change depuis le début de cette semaine. Ces propriétaires affirment être des boucs émissaires du manque de devises au lieu de chercher les causes de ce manque ailleurs. Clovis Nyonzima nous fait les détails. Des écriteaux et pancartes d'indication des bureaux de change ont été soit effacés ou supprimés
devant ces bureaux de change depuis le début de cette semaine en exécution de la mesure de la BRB du retrait de leur agrément. Certains de ces bureaux de change ont d'ailleurs déjà fermé leurs portes avant la date butoir du 15 février fixée par la Banque centrale. Certains échangeurs contactés dénoncent une mesure qui qualifie d'extrême alors qu'ils n'ont jamais refusé de collaborer avec la Banque de la République du Burundi pour se pencher sur le problème de manque de devises et de la cour de change conforme à la réalité. Pour eux, la BRB leur a pris pour des boucs émissaires du manque de devises alors que c'est le pays qui est en manque de devises. Il indique également ne pas comprendre pourquoi la Banque centrale a motivé sa récente mesure par le non-respect du taux de change alors qu'elle n'a jamais commandité un audit pour constater les taux de change appliqués. Par ailleurs, aucun de ces changeurs n'a jamais été pris en flagrant délit en train de violer les taux dictés par la BRB. Ces changeurs contactés trouvent plutôt que le gouvernement a voulu cacher le problème réel de manque de devises en confiant le travail de change aux banques qui seront faciles à contrôler. L'une des preuves qu'ils fournissent est qu'il y a toujours une nette différence entre le taux de la BRB et celui du marché noir. À titre d'exemple, ils disent que le taux de change d'un dollar fixé par la BRB est de 1880 francs burundais, alors que sur le marché noir, la valeur d'un dollar varie entre 2500 et 2600 francs burundais. Merci à toi aussi Clovis Nyonzima. Et la mesure de monopoliser l'achat de l'or qui a été prise par le gouvernement est à l'origine de la diminution de la production de l'or en province Chibitoke. Point de vue du président de l'OLUCOM, car pour lui, l'acheteur et le vendeur devraient s'entendre sur le prix d'achat. Pour Gabriel Rufyiri, le gouvernement devrait chercher autrement la solution à la fraude des minerais au Burundi. Une mesure qui a été prise par le gouvernement de donner toute la production à la Banque centrale de Bujumbura, c'est une mesure injuste du simple fait que le prix est fixé d'avance par l'acheteur. Donc c'est l'acheteur qui fixe le prix au lieu que l'acheteur et le vendeur se conviennent sur le prix. Voilà pourquoi donc cette mesure du gouvernement d'obliger tous les vendeurs de l'or de vendre à la BRB est une mesure néfaste sur la commercialisation des minéraux, plus particulièrement l'or. Or, aurait diminué à la province de Chibitoke. Effectivement, nous entendons cela, mais nous voudrons vous dire que cela est dû justement aux mesures qui ont été prises, parce que ce sont des mesures qui ne sont pas du tout favorables pour l'économie burundaise en général et sur les investisseurs étrangers et locaux en particulier. Voilà pourquoi l'OLUCOM pense que ce qu'il faut faire, c'est de penser bonne manière de gérer cette question. Avant, ce n'était pas comme ça. Hein? Toutes ces mesures s'observent dans plusieurs secteurs. Regardez, dans le secteur de change, c'est la même chose. Donc, ce sont des mesures irréfléchies qui sont prises, mais qui ont des conséquences néfastes sur l'économie burundaise. Gabriel Rufyiri intervient après les lamentations des commerçants de l'or en province Chibitoke, lamentations liées à la diminution de la production de l'or dans cette province. Et les Nations Unies demandent aux donateurs de contribuer le plus rapidement possible pour éviter que les criquets pèlerins ne provoquent la famine dans la sous-région. L'ONU indique qu'elle a déjà collecté moins d'un tiers des fonds alors que ces criquets continuent de faire des ravages dans les pays de l'Afrique de l'Est. Émile Nibasumba nous en dit plus. Les criquets pèlerins qui ont envahi depuis plus de 2 mois l'Est et la Corne d'Afrique provoqueront la privation de nourriture pour plus de 10 millions d'habitants dans les prochains mois, selon les experts de l'ONU. Dans un briefing de ce lundi, le directeur en charge des affaires humanitaires aux Nations Unies, Mark Lowcock, a dit « There was a swarm of, we think, between 100 and 200 billion. Nous estimons l'effectif de ces criquets ravageurs se trouvant actuellement au Kenya entre 100 et 200 milliards. Ils occupent actuellement 2400 km² de terrain. Ici, il dit qu'en une seule journée, ces criquets consomment une quantité qui peut nourrir 84 millions d'habitants. As 84 million people
in one day. Les Nations Unies indiquent qu'elles ont collecté jusqu'ici 21 millions de dollars alors qu'elles ont besoin de la part des donateurs de 76 millions de dollars pour lutter contre ces criquets pèlerins dans la sous-région. Après le Kenya et la Somalie très récemment, ces criquets sont aujourd'hui signalés dans quelques régions de l'Ouganda et de la Tanzanie. En Ouganda, le gouvernement a décidé de déployer depuis ce lundi 2000 soldats dans les régions affectées. La pulvérisation par les insecticides est le moyen de lutte privilégié en Ouganda. Même si le Burundi n'est pas encore attaqué par ces criquets, le gouvernement a déjà déclaré que les moyens de lutte privilégiés pour le moment, c'est le ramassage et la consommation de ces criquets pèlerins. Parlons gouvernance à présent, le personnel des écoles d'excellence réclame les arriérés des primes d'encouragement de plus de 20 mois. Depuis l'année scolaire 2017-2018 jusqu'à aujourd'hui, ce personnel n'a eu que les primes de 6 mois seulement. Les détails avec Onésime de chez Magidze. Tout le personnel de 5 écoles d'excellence s'élève à un effectif de 250 employés. Pour le personnel enseignant, les primes d'encouragement s'élèvent à 100 000 francs, 120 000 pour le préfet des études, le directeur d'internat et l'économe. Les secrétaires et les encadreurs reçoivent quant à eux 80 000, tandis que le directeur de ces écoles, les primes d'encouragement s'élèvent à 150 000 francs burundais. Depuis l'année scolaire 2017-2018 jusqu'à aujourd'hui, ce personnel n'a eu que les primes de 6 mois seulement, c'est-à-dire de juillet en décembre 2019. Pour le moment, ces employés réclament des arriérés de plus de 20 mois. Ils font savoir qu'ils ont fait des réclamations, mais rien n'a été fait pour qu'ils soient rétablis dans leurs droits, alors que les élèves de ces établissements bénéficient de la part du gouvernement des uniformes, des chaussures et des sacs à dos. Ils indiquent que si rien n'est fait pour qu'ils soient rétablis dans leurs droits, la qualité de l'enseignement dans ces écoles d'excellence, à savoir le lycée Ngagara, Musinzira, Makamba, Musenyi et Rusengo, risque tôt ou tard d'être détérioré alors que ces écoles ont été classées premières au test de la 9e année. Et les conducteurs des taxis-motos de la ville de Kirundo en province Kirundo s'insurgent contre l'opération de rafle des motos faite le matin de ce jeudi par leurs représentants au niveau provincial. Ces motards interpellent la police pour qu'elle stoppe ce désordre. Les détails avec Vicky Chris Ninerete. Ces conducteurs de motos dans la ville de Kirundo indiquent que l'activité de rafle des motos est dirigée par un nommé Kananga, un des responsables du comité des conducteurs de motos en province de Kirundo. Nos sources disent que même les motos des particuliers sont saisies. On arrête les motards qui n'ont pas de casque et on leur inflige une amende de 5 000 francs burundais. Même les motos de ceux qui n'exercent pas le transport rémunéré n'ayant pas de casque sont saisis. S'ils ne donnent pas cette amende, on les intimide en leur disant qu'ils vont appeler le commissaire qui va leur demander de payer 50 000 francs burundais. Pour ces conducteurs de moto, ce rafle est un vol organisé car les quittances données à ceux qui acceptent de payer cette somme de 5 000 francs serait frauduleuse. Ils utilisent des quittances fraudées. Ce ne sont pas de vraies quittances. Il s'agit d'un vol car les vraies quittances ont des souches, tandis que celles-ci n'en ont pas. C'est un vol organisé entre les chefs des motards et le commissaire de police, si réellement ça serait lui qui les envoie. Ces motards demandent que ce travail de percevoir ces amendes puisse se faire par des personnes qui en ont la compétence. À ce propos, nous avons essayé de joindre Jean-Marie Kabura, commissaire provincial de Kirundo, mais sans y parvenir. Et dernier dossier de ce magazine, début cette semaine du recensement des réfugiés burundais demandeurs d'asile au camp d'Onduta en Tanzanie, ainsi que les rapatriés qui sont retournés se réfugier dans ce camp. L'objectif est de les rapatrier par force avant la fin de ce mois. Nadège Irakodze. Le recensement de ces deux catégories de réfugiés burundais demandeurs d'asile dans le camp d'Onduta, mais qui n'ont pas encore eu droit d'asile, est effectué par les chefs des villages de ce camp. Ce recensement a débuté ce mardi sous l'ordre du chargé des questions des réfugiés dans la province de Kigoma, comme l'indique l'un des réfugiés.
C'est un recensement qui concerne ceux qui vivent au camp de Nduta sans avoir les papiers officiels de réfugiés et surtout les rapatriés qui sont retournés à Nduta pour demander de nouveau le refuge. Les chefs de zone nous ont expliqué que l'ordre de faire ce recensement vient d'y charger des questions des réfugiés dans la province de Kigoma. Ce recensement effectué au camp de réfugiés de Nduta a pour objectif le rapatriement de ces Burundais qui n'ont pas encore eu le statut de réfugiés, leur autorisant de vivre sur le sol tanzanien. L'un des chefs de village le confirme. Ce recensement que nous sommes en train de faire, nous les chefs de village, veut dire qu'en date du 28 de ce mois de février, tous ceux qui ne sont pas en ordre seront embarqués et rapatriés de force au Burundi et que d'autres seront mis en détention. Certains chefs de village dans le camp de Nduta qui sont contre ce recensement, qui n'a d'autre visée que le rapatriement forcé de ces Burundais demandeurs d'asile en Tanzanie, demandent au HCR et au gouvernement tanzanien de stopper cette activité et que ces Burundais puissent avoir l'asile en attendant que la paix revienne au Burundi. Ainsi, ils pourront rentrer de leur propre gré au Burundi. Nadège Irakoze, c'est par ton reportage que nous mettons point final à ce magazine Humura Burundi. Merci de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe rédactionnelle et à l'équipe technique. Inès Kakiza, j'étais avec vous. Je vous souhaite de passer de bons moments chez vous. À la prochaine. C'était le magazine Humura Burundi. Un magazine comprend pour relier les Burundais en exil et ceux toujours au pays à travers une information de qualité.